Par une nuit d'hiver glacial, une jeune fille noire de 17 ans pédalait à travers les rues de Montreuil-sur-Seine, faisant des livraisons et espérant seulement gagner assez d'euros pour payer encore une nuit dans sa chambre de bonne. En se dépêchant d'effectuer sa dernière commande avant le couvre-feu de 20 heures, elle aperçut un vieil homme, debout sous l'abribus RATP, perdu et transi. Elle hésita. Cette livraison était sa dernière chance de garder son emploi, mais la compassion l'emporta. Elle fit demi-tour pour l'aider. Ce qu'elle ignorait, c'est que cet homme était milliardaire et qu'un seul geste de bonté allait changer sa vie pour toujours. Avant d'aller plus loin, dites-moi d'où vous nous écoutez. Et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires émouvantes demain. Le vent venu de la Seine coupait Montreuil-sur-Seine, comme du verre brisé, assez vif et froid pour faire mal aux dents quand on respirait. Les lampadaires orangés vacillaient au-dessus des pavés verglacés. La neige écrasée virait au gris sous les pas fatigués. Alia Traoré pédalait vite, la tête baissée, les mains gantées crispées sur le guidon de son vieux vélo Deliveroo dont la chaîne grinçait à chaque tour. 17 ans, mince et plus solide qu'elle n'en avait l'air, elle avait appris à ne jamais s'arrêter. Les courses étaient à payer à la distance, pas à l'heure. Encore une livraison avant la fermeture, encore une petite enveloppe d'euros, encore une nuit sous un toit. Juste une dernière course, murmura-t-elle pour étouffer la faim dans son ventre et la douleur dans ses jambes. Son téléphone vibra, un message de son responsable de tournée. Ne sois pas en retard. Dernier avertissement. Elle le remit dans sa poche, la mâchoire serrée. L'air sentait le fer et la fumée de cheminée. Un froid qui donnait l'impression que même le ciel avait renoncé. Au carrefour près du dépôt de bus, son pneu avant glissa sur une plaque de glace. C'est là qu'elle le vit. Un vieil homme, debout près d'un panneau RATP rouillé, manteau mince, écharpe à moitié défaite, tenant entre ses doigts tremblants un papier froissé. Sa peau paraissait cireuse sous la lumière orangée, ses yeux cherchant chaque voiture qui passait comme si l'une d'elles allait s'arrêter pour lui. Il marmonna quelque chose qu'Alia ne comprit pas. Peut-être un numéro de ligne, peut-être un nom. Elle ralentit, un pied traînant sur le sol, l'observant à quelques mètres. Personne d'autre ne s'arrêtait. Les passants gardèrent la tête baissée, le col relevé, trop pressés ou trop gelés pour s'en soucier. Elle se mordit la lèvre. « Ne t'arrête pas. Tu ne peux pas. » L'écran de son portable affichait 19h41. La commande devait être livrée avant 20h. 10 minutes de retard et elle perdrait non seulement sa paix, mais aussi son loyer de la semaine. Elle regarda encore l'homme. Ses lèvres bougeaient sans bruit. Le papier tremblait dans ses mains. Il avait l'air perdu. Pas l'attente ordinaire, mais la perte vraie, celle d'un enfant qui s'est trop éloigné et a oublié le chemin du retour. La voix de sa mère résonna dans sa tête, douce et lointaine. « Si tu vois quelqu'un seul comme ça, tu t'arrêtes, ma fille. Peu importe qui c'est. » Alia ferma les yeux un instant, la langue pressée contre sa joue. « Pas ce soir, s'il te plaît. Pas ce soir. » souffla-t-elle avant d'appuyer fort sur les pédales. Le vélo bondit vers l'avant, mais après 2 tours de roue, son estomac se serra de culpabilité. L'image du vieil homme refusait de la quitter, ses yeux vides, scrutant la rue, ses épaules voûtées comme si le monde l'avait oublié. Elle jura à mi-voix, fit demi-tour et revint vers l'abribus. « Monsieur » appela-t-elle doucement, « vous allez bien ?» L'homme cligna des yeux, surpris, le regard trouble et imprécis. « La ligne 23, pour les Saules, je crois que je l'ai manqué. » Sa voix craquait comme du bois sec. De près, Alia vit à quel point il était fragile. La peau fine comme du papier, les ongles bleus de froid. « Vous habitez du côté des Saules ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête.
sans certitude. « C'est loin, » dit-elle en jetant un œil à son téléphone. 19h46. Mince, elle pouvait encore livrer à temps si elle repartait tout de suite. Mais l'homme grelottait, frottant ses bras pour retrouver un peu de chaleur. Alia baissa les yeux sur ses chaussures, du cuir fendu aux orteils, trempé par la neige. La culpabilité la frappa de nouveau, plus vive encore. « Bon, » soupira-t-elle. « Allons, on va arranger ça. » Il hésita, confus. « Arranger quoi ?»« Vous ramener chez vous, » dit-elle. « Il fait trop froid pour attendre ici. » Le vieil homme la regarda, incrédule, comme une lueur derrière le brouillard. « Vous n'êtes pas obligé. Quelqu'un viendra. » Alia regarda la route. Les bus ne circulaient plus depuis 1 heure. Personne ne viendrait. « Eh bien, on dirait que je suis déjà venue, » répondit-elle. Elle s'agenouilla, vérifia le porte-bagages de son vélo. Il n'était pas conçu pour des passagers, mais il avait déjà porté des cartons, des courses, parfois même son désespoir. Elle balaya la neige du siège arrière et leva les yeux. « Vous pouvez vous asseoir ici, si je vais doucement ?» Il fronça les sourcils. « Je ne veux pas déranger. » Elle esquissa un petit sourire. « Trop tard, » dit-elle. « Les ennuis, c'est un peu ma spécialité. » Il sourit pour la première fois, un petit pli fatigué au coin des lèvres. Elle ne savait pas encore combien ce sourire la hanterait, mais tandis qu'il essayait de grimper sur le porte-bagages, son téléphone vibra de nouveau. « T'es où ?» Elle l'ignora. Ses doigts tremblaient, tandis qu'elle resserrait son écharpe autour du cou du vieil homme, coinçant les extrémités sous son menton. « Accrochez-vous, » dit-elle. Le vieil homme leva vers elle un regard embué de reconnaissance. « Vous me rappelez, » commença-t-il, avant que sa voix ne se perde dans le froid. Alia ne demanda pas qui. Elle prit appui sur le trottoir, les roues crissant sur la neige, les jambes brûlantes, pédalant dans le vent mordant. Le sac de livraison battait contre sa hanche, lourd du dernier colis qu'elle ne livrerait pas ce soir. Derrière elle, l'homme fredonnait quelque chose de léger, un air sans parole, peut-être un souvenir trop ancien pour avoir un nom. Alia serra la mâchoire et continua à pédaler. Chaque coup de pédale, une lutte entre la raison et la compassion. « Tu viens de tout gâcher », sifflait son esprit. « Peut-être pas », répondit son cœur. La route longeait la Seine, les réverbères clignotant comme des étoiles mourantes. Chacun d'eux semblait compter à rebours. Elle ne pouvait pas s'arrêter. Son téléphone vibrait encore et encore dans sa poche, mais elle ne regarda pas. Elle n'avait pas besoin d'un autre avertissement pour savoir ce qu'elle avait déjà perdu. L'homme se pencha un peu plus près, murmurant entre ses dents qui claquaient. « Il fait plus froid qu'avant. »« Ouais, » répondit-elle, son souffle blanc dans la nuit. « Le monde aussi est plus dur. » Il laissa échapper un petit rire rauque. « Pas tout le monde. » Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, aperçut l'ombre d'un sourire, et pendant un instant, le froid parut moins cruel. Une voiture passa en trombe, klaxon hurlant, projetant sur eux une giclée de neige fondue glacée. Alia jura, secouant la tête. « Les gens sont fous, » marmonna-t-elle. « Ils l'ont toujours été, » répondit le vieil homme, la voix tremblante mais calme. Ils dépassèrent la limite de la ville, là où le bitume s'arrêtait et la vieille route commençait, fissurée, étroite, à moitié enfouie sous la neige. « C'est encore loin ?» demanda-t-elle. « Les Saules, » murmura-t-il en fronçant les sourcils. « Je crois que c'est près des collines. » Elle soupira. « Super. En montée. » Le vieil homme ne répondit pas. Sa tête s'inclina, comme si le sommeil risquait de l'emporter là, sur le champ. Alia se mordit la lèvre. Elle ne pouvait pas le laisser geler. Elle s'arrêta sous un lampadaire vacillant,
ouvrit son sac de livraison et en sortit la seule chose qui lui restait. Une couverture fine et bon marché, prévue pour les courses. Elle la posa sur ses épaules et la rentra bien. « Vous allez tenir, d'accord ?» dit-elle doucement. Il hocha faiblement la tête, les yeux à demi clos. Elle le regarda un long moment. Son visage creusé par les années et la confusion lui rappelait trop l'homme que sa mère visitait autrefois à la maison de retraite, celui qui oubliait toujours son nom, mais jamais de sourire. « Accrochez-vous bien, » murmura-t-elle. « On y va. » Et elle pédala de nouveau, plus fort cette fois. Le vent lui fouettait le visage comme des aiguilles, mais elle se pencha en avant, les dents serrées, le cœur battant à tout rompre. Chaque tour de roue résonnait dans sa poitrine. Entre le bruit de la chaîne et le frottement de son souffle, quelque chose changea en elle, discret mais réel. Pour la première fois cette nuit-là, elle ne cherchait plus seulement à survivre. Elle voulait faire ce qui était juste. Derrière elle, le vieil homme remua, murmurant un nom qu'elle n'entendit pas à cause du vent. Arthur. La scène brillait à côté d'eux comme un miroir noir. Rue après rue, lumière après lumière, elle traversait le silence gelé de Montreuil-sur-Seine, sans savoir que ce simple geste, choisir de s'arrêter, de se soucier, était déjà en train de réécrire deux vies. Les pneus glissaient parfois sur des plaques de verglas, mais elle gardait l'équilibre avec la précision de quelqu'un qui n'a jamais eu le droit à l'erreur. Derrière elle, le vieil homme, Arthur, s'agrippait au porte-bagages, ses mains tremblantes, mais toujours accrochées. Son souffle venait par bouffées courtes, blanchissant l'air avant de disparaître dans l'obscurité. Les lumières de la ville s'étaient déjà éteintes derrière eux, avalées par la pente lente des collines. Chaque fois que la chaîne dérapait, Alia jurait entre ses dents, mais ne ralentissait jamais. Elle ne pouvait pas s'arrêter, pas avec le vent qui leur griffait les vêtements, comme pour les réduire à l'os. Arthur parla soudain, d'une voix faible et hésitante. « Je marchais sur cette route, autrefois. Elle ne me paraissait pas si raide. » Alia expira fort par le nez, esquissant un demi-sourire. « C'est la côte qui a grandi. Ou peut-être que moi, j'ai rapetissé, » dit-il avec un petit rire qui se transforma en tout. Elle jeta un regard par-dessus son épaule, l'inquiétude perçant sur son visage. « Ça va derrière? »« Ça ira, ma chère, » répondit-il. « J'ai connu pire nuit. »« Ouais, » murmura-t-elle en appuyant plus fort sur les pédales. « J'en vois pas beaucoup qui pourraient être pires que celle-ci. » Il rit encore faiblement, et elle sentit ses frissons contre son dos. Le rythme des roues, le grincement de la chaîne, le crissement de la neige, tout cela formait une musique tranquille qui remplit le silence entre eux. Pendant un instant, elle oublia à quel point elle avait froid. « Vous me rappelez ma petite fille », dit Arthur d'une voix douce, ses mots presque emportés par le vent. Elle portait des gants comme les vôtres, bleus. Elle les perdait toujours. Alia cligna des yeux et regarda ses propres gants effilochés, autrefois bleus, désormais gris passé. « J'ai le même problème, » répondit-elle. « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» La question resta suspendue entre eux. Il ne répondit pas tout de suite. Quand il le fit, sa voix se fissura comme une vieille porte qui grince. « Elle est partie il y a quelques hivers. Je lui parle encore parfois. » Quelque chose se serra dans la poitrine d'Alia. « Ouais, » murmura-t-elle. « Je parle aussi à ma mère. Ça rend le silence moins bruyant. » Le vieil homme hocha la tête, même si elle ne pouvait pas le voir. Un moment passa sans qu'ils ne disent rien. Le monde se réduisit à la route devant eux, à la neige autour, et au léger souffle mêlé de leur respiration. Puis la voix d'Arthur revint, plus douce encore. Les gens s'arrêtaient autrefois, les uns pour les autres, tu sais. Maintenant, tout le monde est pressé d'aller quelque part,
et plus personne ne se souvient où il voulait aller. « Ne m'en parlez pas, dit-elle. La moitié des gens à qui je livre ne lèvent même pas les yeux de leur téléphone. Je suis juste un fantôme sur un vélo. »« Tu n'es pas un fantôme ce soir, » répondit-il d'un ton soudain clair, presque solennel. « Tu t'es arrêté. » Les mots la frappèrent plus fort qu'elle ne s'y attendait. Elle avala difficilement, chassant la brûlure de ses yeux. « Ouais, eh bien, ne me remerciez pas trop vite. Il faut encore qu'on rentre avant de geler tous les deux. » Ils atteignirent le sommet d'une colline, et le vélo vacilla dangereusement. Arthur poussa un cri, s'agrippant plus fort aux côtés du siège. « Ça va ?» demanda Alia. « Oui, oui, » répondit-il, la voix tremblante. « Sûr ? » « Oui, » murmura-t-il. « Tu pédales comme ma fille, toujours têtue. »« Apparemment, c'est de famille, » dit-elle avec un petit sourire. Il sourit lui aussi, mais son expression s'effaça vite. Le vent se leva de nouveau, plus fort, les poussant comme un mur invisible. Ses jambes la brûlaient, ses poumons aussi. Le froid avait engourdi ses doigts, mais elle refusa de ralentir. « Presque arrivé, » se dit-elle. « Presque. » Ils traversèrent un passage bordé d'arbres, dont les branches ployaient sous le poids de la neige, craquant comme des os anciens. Le monde semblait suspendu. Le temps ralenti, leur souffle visible. La lune, seul témoin. La lueur d'une ferme lointaine clignota un instant, puis disparut quand la pente tourna de nouveau. Arthur murmura quelque chose qu'elle ne comprit pas. Elle pencha la tête. « Qu'est-ce que vous dites ?»« Les saules, » répéta-t-il avec un faible sourire dans la voix. C'était plein de jardins autrefois. On sentait les roses avant même de voir les maisons. Ma femme adorait ça. « Elle vous attend là-bas ?» demanda Alia. « Non, » répondit-il, et elle entendit dans sa voix le fantôme de la solitude. Elle est partie aussi, il y a longtemps. Alia hocha doucement la tête. Elle n'ajouta rien. Le vent portait déjà assez de chagrin pour deux. Ils s'arrêtèrent un instant sous la lumière vacillante d'une vieille enseigne de station-service à moitié éteinte. L'endroit était fermé, mais un distributeur automatique bourdonnait près de la porte, sa lueur néon unique, source de chaleur à des kilomètres à la ronde. Alia posa le vélo contre le mur, haletante. Ses cuisses la lançaient et elle ne sentait presque plus ses orteils. « Vous avez soif ?» demanda-t-elle. Arthur ne répondit pas. Il tremblait, les dents claquant. Elle fouilla ses poches, compta ses pièces, juste assez pour une boisson. Elle acheta un petit gobelet de chocolat chaud au distributeur et le lui tendit, la vapeur se tordant dans l'air glacé. « Tenez, faites attention, c'est chaud. » Arthur enveloppa la tasse de ses deux mains, la fixant comme si c'était la chose la plus précieuse du monde. Puis il sourit et la lui tendit doucement. « Toi d'abord. »« Vous en avez plus besoin que moi, » protesta-t-elle. « Et toi, tu dois continuer à pédaler, » répondit-il fermement avec une autorité tranquille. « Fais plaisir à un vieux bonhomme. » Elle céda, but une petite gorgée, puis rit en se brûlant la langue. « Tu vois, » dit-il, amusé, « encore trop jeune pour faire attention. »« Et vous, toujours trop vieux pour grelotter dehors, » répliqua-t-elle. Ils rirent tous deux, un son étrange et beau qui résonna contre la route déserte. Quand ils repartirent, l'air semblait différent, plus léger, même si la nuit n'était pas devenue plus douce. Arthur se remit à fredonner, un air sans parole. Il fallut un moment à Alia pour reconnaître la mélodie, une berceuse, la même que sa mère chantait quand les lumières s'éteignaient pendant les tempêtes. Elle ne demanda pas comment il la connaissait. Certaines choses n'avaient pas besoin d'explication. La pente se fit plus raide à mesure qu'ils approchèrent de la crête.
Son souffle devenait court, chaque expiration une nuée de douleur. Les roues dérapaient en plus souvent, mais elle refusait de s'arrêter. Dans sa tête, la voix de sa mère résonnait encore, ferme et rassurante. Quand tu aides quelqu'un, ne compte pas le prix. Le bien finit toujours par te revenir. Accroche-toi, souffla-t-elle entre ses dents serrées. On y est presque. Le vieil homme ne répondit rien. Sa tête reposait légèrement contre son dos, sa respiration courte mais régulière. Lorsqu'ils atteignirent enfin le sommet, elle leva les yeux et distingua, dans la brume neigeuse, les contours pâles d'un quartier en contrebas, à moitié enfoui sous la neige. De vieilles clôtures, des lampadaires à travers le brouillard. « C'est là ?» demanda-t-elle en haletant. « Rue de Chêne, » dit-il, les yeux soudain éclairés. « Juste en bas, le portail blanc avec du lierre sur la grille. » « Tu aurais pu préciser que c'était en montée ?» souffla-t-elle. « Ça ne paraissait pas si raide, la dernière fois, » répondit-il, un faible sourire aux lèvres. Elle laissa échapper un rire court, essoufflé. « Heureusement que je ne fais pas payer au kilo. » Il rit à son tour, et pendant un instant fugace, elle oublia la douleur dans ses jambes. Ils dévalèrent la pente, le vélo cahotant, la neige projetée en fins arcs argentés. Le froid piquait plus fort à cette vitesse, mais la descente leur rendait la liberté. En bas, un portail blanc les attendait. La peinture écaillée, du lierre grimpant le long des piliers. Alia freina, les jambes tremblantes, les pneus dérapant avant de s'immobiliser. Arthur expira lentement, les yeux fixés sur le portail comme un homme qui voit un fantôme. « C'est ici, » murmura-t-il. « Chez moi. » Alia l'aida à descendre, soutenant son poids vacillant. La lumière du porche s'alluma par détecteur de mouvement, les enveloppant d'un halo jaune pâle. Elle frappa à la porte, une fois, puis deux. Un instant plus tard, elle s'ouvrit sur un homme âgé en robe de chambre, les yeux écarquillés. « Monsieur Leclerc, Seigneur, mais où étiez-vous » ? « Je suis allé marcher, » répondit Arthur doucement. « Ou faire un petit tour, on dirait. » Sa voix tremblait, mais portait une note d'humour tranquille qui fit naître chez l'autre un mélange de rire et de sanglots étouffés. « On a appelé les hôpitaux, monsieur. On croyait que... » Il s'interrompit, clignant des yeux. Alia recula d'un pas, incertaine. « Je l'ai trouvé à l'arrêt de bus, » dit-elle précipitamment. « Je ne savais pas trop où le... » L'homme leva la main, secouant la tête. « Vous avez bien fait. Vous avez eu raison. » Il la regarda avec une gratitude sincère. « Entrez, venez vous réchauffer. Prenez quelque chose à manger. Vous devez être gelé. » Alia secoua la tête. « Non, je dois repartir. J'ai du travail. » Elle ne précisa pas qu'elle l'avait probablement déjà perdu. Arthur se tourna vers elle, le visage adouci par la lumière. « Tu es sûr? »« Oui, je voulais juste m'assurer que vous soyez rentré sain et sauf. » Elle fouilla dans sa poche, arracha un coin de reçu et y griffonna un numéro. « Si jamais vous avez encore besoin d'aide, » dit-elle en le lui tendant. Arthur prit le papier avec précaution, comme s'il risquait de se briser dans ses mains. « Merci, Alia, » dit-il d'une voix tremblante. « Tu as fait plus que tu ne le crois. » Elle esquissa un petit sourire forcé. « Reposez-vous, d'accord ?» Il hocha la tête. L'autre homme le fit entrer, encore secoué, et la porte se referma derrière eux. Alia resta là un moment, observant la lumière qui filtrait par la fenêtre, puis se tourna vers la route. Le froid mordait plus fort maintenant, traversant ses vêtements, mais elle s'en moquait. Ses doigts étaient engourdis, son estomac vide, ses jambes tremblaient. Pourtant, sous tout cela, persistait une chaleur tranquille,
une pulsation vive et bonne qui refusait de s'éteindre. En remontant la colline, elle murmura pour elle-même. Ça en valait la peine. Quand Ahalia revint vers Montreuil-sur-Seine, le ciel avait viré du noir au gris terne. En tournant sur sa rue, la première chose qu'elle remarqua fut le silence. Aucun son de musique à travers les murs, aucun éclat de rire étouffé des locataires du dessus, pas même le grincement de la vieille enseigne au-dessus de la porte, celle qui claquait à chaque coup de vent. Trop calme. Ses jambes étaient lourdes, ses poumons brûlaient du trajet. Et tout ce qu'elle voulait, c'était son lit. Un matelas fin comme du papier, mais le sien. Elle pédala plus lentement, laissant le vélo avancer jusqu'à s'arrêter devant le foyer de jeunes travailleurs. Puis elle vit ses affaires posées dans un sac plastique Monoprix, à moitié couvert de neige, la sangle de son vieux sac à dos dépassant du dessus. Son cœur se serra. Elle descendit du vélo, les yeux plissés contre le froid, se répétant que c'était une erreur. Peut-être que le propriétaire avait réparé quelque chose. Peut-être que quelqu'un avait déplacé ses affaires par mégarde. Mais quand elle chercha sa clé, elle ne rentra pas. Elle força, tourna, le métal mordant sa paume. Rien. Elle recommença. Toujours rien. C'est alors qu'elle vit le papier, collé de travers sur la porte, écrit au marqueur noir épais, l'encre ayant traversé la feuille, loyer en retard. Serrure changée. Les mots la frappèrent plus fort que le vent. Elle resta figée, la main posée sur la poignée, les yeux fixés sur les lettres jusqu'à ce qu'elles se brouillent. Elle frappa une fois, doucement, puis plus fort. « Monsieur Barneau » appela-t-elle, la voix tremblante. « C'est moi, Alia. S'il vous plaît, on peut parler ?» Aucune réponse. Elle colla son oreille contre la porte. Il lui sembla entendre un bruit à l'intérieur, une chaise raclant le parquet, un grincement, mais personne ne vint. « S'il vous plaît, » répéta-t-elle, plus fort cette fois. « J'aurai l'argent, je vous le promets. Il me faut juste un peu plus de temps. » Le silence qui suivit fut pire qu'un refus. Elle avala difficilement, recula d'un pas. Son souffle formait de petites nuées blanches. Ses mains tremblaient. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle encore, à peine audible. Rien. Pas de pitié ce soir. Elle fixa son sac, tout ce qu'elle possédait au monde. 2 jeans, la photo de sa mère, un chargeur de téléphone à moitié cassé. Cela ne lui avait jamais semblé grand-chose, mais à cet instant, c'était tout ce qu'il lui restait de sa vie. Elle s'accroupit, balaya la neige du plastique, ses doigts raides et rougis. Elle voulut crier, frapper la porte jusqu'à ce qu'on l'écoute, mais toute la force l'avait quittée avant même qu'elle n'essaie. Elle n'avait plus d'énergie pour se battre contre le monde. Elle remit lentement le sac sur son épaule, ses gestes mécaniques. Sa poitrine la faisait souffrir. Pas la douleur du corps, mais celle qui s'enracine profondément, comme la honte. Celle qui te dit que tu as perdu quelque chose que tu ne retrouveras jamais. Son vélo reposait contre la rambarde, celui que sa mère avait payé autrefois, à une époque où elle croyait encore que le monde donnerait à sa fille une chance équitable. Alia passa la main sur le cadre métallique glacé et murmura « On dirait que c'est encore juste nous deux. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. Elle essaya de réfléchir. Elle pourrait peut-être aller au dîner de la place, supplier le patron de la laisser dormir dans une banquette jusqu'au matin. Mais le dîner fermait tôt depuis plusieurs jours. La bibliothèque était trop loin. La gare trop dangereuse la nuit. Elle se frotta les mains, essayant de ressentir autre chose que la panique. Le vent lui fouettait le visage, mais elle ne le sentait presque plus. Elle plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit son téléphone. La batterie clignotait, 3% en rouge.
Elle a hésita, puis ouvrit les messages. Rien. Personne. Elle remonta tout en haut, jusqu'au dernier texto de son responsable. Ne foire pas cette livraison. Son estomac se tordit. Elle avait raté la course. Il devait déjà être furieux. Quand même, elle tapa vite, les doigts tremblants. « Je peux expliquer. Il y a eu une urgence. S'il vous plaît, ne me virez pas. Je ferai des heures sup, je vous le promets. » Elle appuya sur « Envoyer ». La bulle apparut. Message livré. Presque aussitôt, le téléphone vibra. Appel entrant. Responsable. Sa gorge se serra lorsqu'elle décrocha. Alia lança la voix, tranchante dans le grésillement. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? J'ai été retardée, répondit-elle vite. Il y avait un vieil homme à l'arrêt de bus. Il était perdu. Et tu t'es arrêté pour un inconnu? Coupa-t-il sèchement. Tu réalises que le client m'a appelé 3 fois pour son colis? Je sais, je suis désolé, mais il faisait un froid glacial. Il aurait pu... Tu crois que ça m'intéresse? Sa voix monta. T'es pas payé pour jouer les héroïnes. T'es payé pour livrer. Elle se mordit la lèvre jusqu'au sang. S'il vous plaît, dit-elle d'une voix minuscule. J'ai besoin de ce travail. Je rattraperai demain. Non, répondit-il, sec, définitif. Tu ne rattraperas rien. Je ne garde pas quelqu'un qui ne suit pas les consignes. Ton dernier salaire sera prêt la semaine prochaine. Apporte ton uniforme d'ici là. Attendez, ne... Mais la ligne était déjà morte. Le silence de l'autre côté fut immédiat, brutal. Elle regarda l'écran fissuré, son reflet pâle et tremblant, jusqu'à ce que la buée de son souffle le voile et qu'il s'éteigne. Elle remit le téléphone dans sa poche, les mains secouées de tremblements incontrôlables. « Parfait, marmonna-t-elle, juste parfait. » Elle rit, mais le son sonnait faux, cassé, creux. Ce genre de rire qui dit le contraire de ce qu'il semble. La rue était vide, sauf l'écho faible de sa propre voix contre les murs. Elle s'assit sur les marches, le sac à côté, les coudes sur les genoux. Le bois gelé mordait à travers son jean, mais elle ne bougea pas. La neige tombait toujours, douce et régulière, se posant sur ses cheveux avant de fondre le long de sa nuque. Un moment. Elle resta là, le regard perdu sur la route, ses pensées emmêlées, tournant entre et maintenant. Et pourquoi moi, jusqu'à ce que plus rien n'ait de sens? Un peu plus loin, une porte s'ouvrit, puis se referma. Un filet de lumière se répandit sur la neige avant de disparaître. Alia se demanda si la personne derrière cette porte savait la chance qu'elle avait, pouvoir entrer dans la chaleur sans y penser, ne pas devoir supplier le monde pour un endroit où dormir. Ses yeux la brûlaient, mais aucune larme ne vint. Elle n'en avait plus depuis des mois. Elle joignit les mains, souffla dedans pour se réchauffer. « T'as fait ce qu'il fallait », se dit-elle doucement. Les mots tremblaient dans l'air. « T'as fait ce qu'il fallait ». Mais le monde, lui, ne semblait pas se soucier de ce qui était bien ou mal. Il se souciait des loyers, des règles et des horloges qui ne s'arrêtent jamais. Elle leva la tête et regarda la fenêtre de son ancienne chambre. C'était sombre maintenant. Quelqu'un d'autre serait probablement là dès demain. Quelqu'un qui pouvait payer. La pensée lui coupa le souffle. Elle se redressa, resserrant son manteau, la sangle de son sac lui entaillant l'épaule. L'air lui brûlait les poumons à chaque respiration. Elle jeta un dernier regard à son vélo, le métal terni scintillant faiblement sous le lampadaire. « Allez, viens » murmura-t-elle. « On y va ?» Sa voix se perdit presque dans le vent, mais ce fut suffisant. Elle remonta sur la selle, le siège glacé, les pédales raides. Elle s'élança lentement, son souffle formant des nuages dans l'air alors qu'elle roulait dans la rue déserte. La neige crissait sous les pneus, et derrière elle, la maison s'effaçait dans l'obscurité. Elle ne savait pas où elle allait.
seulement qu'elle ne pouvait pas rester. Le vent avait empiré lorsqu'Alia atteignit la sortie de Montreuil-sur-Seine. Ses jambes lui faisaient mal après des heures à pédaler dans la neige. Ses doigts raidis et crevassés s'agrippaient au guidon. Elle n'avait nulle part où aller. Pas de chambre, plus de travail, personne à appeler. Les lumières de la rue principale vacillaient faiblement au loin. Et à l'angle, elle la vit. Une petite épicerie de nuit, encore ouverte, son néon bourdonnant dans le noir. Les vitres étaient embuées, l'intérieur baigné d'une lumière jaune pâle sous les tubes fluorescents fatigués. Elle s'approcha, les pneus crissant sur le sol gelé, puis s'arrêta juste devant. Un instant, elle resta là, à fixer l'enseigne lumineuse, se demandant si elle avait encore assez de courage pour entrer. Elle avait juste besoin de chaleur, de quelques heures sans trembler. C'était tout. Elle poussa la porte. La clochette tinta doucement. Une vague d'air rassis l'accueillit. Un mélange de café et de nettoyant pour sols. Derrière le comptoir se tenaient deux hommes. Le plus âgé, la cinquantaine bien entamée, avait les cheveux gris et un regard bienveillant. Son badge indiquait Henri. L'autre plus jeune, la trentaine, portait une coupe lisse et un froncement de sourcils permanent. Son badge disait Yvan. Henri leva les yeux le premier, une expression curieuse mais pas hostile. Yvan, lui, la détailla de haut en bas, comme si elle n'avait rien à faire là. « Tu t'es perdu ?» demanda-t-il d'un ton sec. « Non, » répondit-elle doucement, « j'ai juste froid. » Yvan haussa un sourcil. « On ne laisse pas les gens traîner ici. C'est pas un refuge, le magasin. » Henri lui lança un regard d'avertissement. « Calme-toi, Yvonne. C'est une gamine. » Puis, à elle, « Ça va, ma grande? » Alia hocha la tête, serrant son sac contre elle. « J'ai juste besoin de me poser un peu. Je peux aider si vous voulez. Ranger, nettoyer, n'importe quoi. » Yvan ricana. « Ouais, bien sûr. C'est ce qu'ils disent de tous avant qu'il manque de l'argent dans la caisse. » Henri fronça les sourcils. « Ça suffit. » Il se tourna vers elle, soupira. « Tu veux aider? D'accord. Mets un peu d'ordre dans le rayon boisson, là-bas. Juste, bloque pas le passage. »« Oui, monsieur, » dit-elle, la voix tremblante de gratitude. Yvan marmonna quelque chose, mais Henri l'ignora. Alia posa son sac derrière le comptoir, là où Henri le lui indiqua, retroussa ses manches et se mit au travail. Les heures s'étirèrent. Elle empila des bouteilles, balaya le sol, remit les étagères à jour. La chaleur du magasin la rendait un peu étourdie, mais c'était mieux que le froid mordant dehors. Yvan la fixait chaque fois qu'il passait, ses pas volontairement bruyants. Henri, lui, s'affairait à la caisse, l'observant discrètement. Vers minuit, le dernier client partit et le parking extérieur sombra dans le noir. Henri retourna le panneau fermé, mais ne verrouilla pas encore la porte. « Tu peux rester jusqu'au matin, » dit-il doucement. « On rouvre à 6 heures, mais il faudra que tu sois parti avant l'arrivée des clients. »« Merci, » souffla Alia, la gorge serrée. « Je ferai plus de ménage, si vous voulez. » Il sourit faiblement. « Tu as déjà assez donné. Repose-toi un peu. » Elle hocha la tête et alla s'asseoir dans un coin, près de la réserve, dos à l'étagère. Elle serra ses genoux contre elle, la fatigue l'écrasant. Pour la première fois de la nuit, elle se sentit un peu en sécurité. Mais pas pour longtemps. Yvan sortit du bureau quelques minutes plus tard, le téléphone à la main, la mâchoire crispée. « Henri, » lança-t-il, « il manque 20 € dans la caisse. » Henri fronça les sourcils. « On a eu du monde. T'as peut-être mal compté. »« Non, » répondit Yvan, la voix montant. « Ils y étaient à tout à l'heure. J'ai vérifié avant qu'elle n'arrive. » Alia leva les yeux,
surprise. « Quoi? Je n'ai rien. » « T'en approches pas, » coupa Yvan sèchement. « Tu tournes autour du comptoir depuis tout à l'heure. Alors, ne me dis pas que t'as rien vu. »« Je n'ai rien touché, » dit-elle en se levant. « Je faisais juste le ménage, comme vous m'aviez demandé. »« Ne mens pas, » répondit Yvan en avançant d'un pas. « Des excuses, vous en avez toujours. » Le ton d'Henri se durcit. « Yvan. » Mais Yvan n'écoutait plus. D'abord, tu débarques ici pour profiter du chauffage, et maintenant, il manque de l'argent? Laisse-moi rire. Sa voix devint tranchante, laide. J'aurais dû m'en douter. L'estomac d'Alia se noua. Vous pouvez vérifier, dit-elle précipitamment. Je n'ai rien pris. Oh, je vais vérifier, lança Yvan en s'avançant vers elle. Henri se plaça aussitôt entre eux. Ça suffit. Personne ne fouillera personne. Très bien, grogna Yvan, la mâchoire serrée. On va regarder les caméras. Il partit d'un pas sec vers le bureau. Alia sentit son cœur battre à tout rompre. À travers la vitre du petit local, elle le vit manipuler les commandes, faire défiler les images. Après quelques minutes, il revint, un sourire mauvais aux lèvres. « Caméra coupée entre 23h30 et minuit, dit-il. Plus d'images. C'est tombé pile quand elle bossait. »« Impossible, » protesta Henri. « On vient d'installer le système. »« Eh bien, on ne saura jamais, » répliqua Yvan en croisant les bras. « Mais moi, je sais ce que j'ai vu. » La voix d'Alia se brisa. « Je n'ai pas pris votre argent. »« Alors, il est où? »« Je ne sais pas. »« Tu crois que je vais gober ça? » Il ricana. « T'imagines que tu peux entrer ici, faire la pauvre fille, et qu'on va te plaindre? » Henri intervint sèchement. « Assez, Yvan. » Mais Yvan continua. « C'est une voleuse, Henri. Tu veux pas le voir parce que t'es trop bon. » L'air devint lourd. Le vieux radiateur bourdonnait dans un coin, seul bruit dans le silence tendu. Les mains d'Alia tremblaient. Elle attrapa son sac avec difficulté. « Vous pouvez regarder, » dit-elle d'une voix vacillante. « Je n'ai rien. »« Laisse tomber, » cracha Yvan. « Dégage avant que j'appelle la police. » Henri se tourna vers lui, furieux. « Tu dépasses les bornes. »« Vraiment ?» répondit Yvan. « Tu veux la couvrir? Vas-y, mais viens pas te plaindre après. » Il sortit son téléphone, le pouce prêt à composer. « Ne fais pas ça, » dit Henri d'une voix tranchante. « J'ai dit non. » Yvan s'immobilisa, les yeux pleins de rage, puis rangea lentement son téléphone. Les yeux d'Alia s'emplirent de larmes qu'elle refusa de laisser tomber. « Ce n'est pas grave, » murmura-t-elle. « Je vais partir. » Henri s'avança. « Non, tu ne bouges pas. Pas avant que j'aie vu le reste des images. » Il entra dans le bureau et claqua la porte. Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Yvan s'adossa au comptoir, un sourire glacial aux lèvres. « Les gens comme toi n'apprennent jamais, » marmonna-t-il. « Vous croyez toujours que quelqu'un vous doit quelque chose. » Alia ne répondit rien. Ses poings se serrèrent, ses ongles s'enfonçant dans la paume. Elle voulait crier, mais resta immobile. Une minute plus tard, Henri revint, tenant une petite télécommande à la main. « Chose étrange, Yvan, » dit-il calmement. « J'ai oublié de te dire, on a une caméra de secours, cachée, près du frigo. » Le visage d'Yvan pâlit. « Quoi? Tu m'as bien entendu? » Henri appuya sur play. L'écran derrière le comptoir s'alluma. On y vit Yvan, vers minuit, ouvrant le tiroir caisse, prenant un billet et le glissant dans sa veste. Puis, quelques minutes plus tard, le même revenant au bureau. Henri arrêta la vidéo. Le silence tomba comme un coup de tonnerre. Alia le regardait, le cœur battant à tout rompre. La bouche d'Yvan s'ouvrit,
mais aucun son n'en sortit. « Tu veux m'expliquer ça ?» demanda Henri d'une voix plate. Le visage d'Yvan se crispa, et je vérifiai la caisse. « Épargne-moi ça !» coupa Henri. « Rassemble tes affaires, c'est terminé. »« Vous me virez pour elle ?» hurla Yvan, désignant à Alia. « Pour une gamine ramassée dans la rue ?»« Non, » répondit Henri. « Calme. Je te vire parce que tu es un menteur. » Un instant, Yvan parut vouloir répliquer. Mais quelque chose dans le regard d'Henri l'en dissuada. Il attrapa son manteau, grommela des insultes et quitta le magasin en claquant la porte. La clochette tinta violemment avant que le bruit ne s'éteigne dans le vent dehors. Le magasin retomba dans le silence. Henri se tourna vers Alia. Elle restait figée, les mains tremblantes, les yeux écarquillés. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête, mais sa gorge était nouée. « Je ne voulais pas causer de problème. »« Tu n'as rien causé, » répondit-il. « C'est lui. » Il se frotta le visage, fatigué. « Je suis désolé que tu aies eu à subir ça. Il y a des gens qui ne voient que ce qu'ils veulent voir. » Elle déglutit difficilement. « Merci de m'avoir cru. » « Pas besoin de croire, » dit-il simplement. Il suffisait de regarder la vérité. Il soupira. « Tu peux dormir dans l'arrière-boutique ce soir. Il y a un vieux lit de camp près des cartons. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est chaud. » Elle cligna des yeux, incrédule. « Vous êtes sûr? »« Je ne proposerai pas, sinon. » Elle hocha lentement la tête, un mince sourire de gratitude traversant son visage épuisé. « Merci, vraiment. »« Repose-toi, » dit-il doucement. « On verra demain comment t'aider. » Elle le suivit jusqu'à la réserve. Les murs étaient à couvert de piles de papier essuie-tout et de conserves. L'air sentait le carton et le citron. Il y avait bien un lit de camp près du radiateur, comme il l'avait dit. Il lui tendit une couverture supplémentaire. « Tu seras en sécurité ici, » dit-il. « Ferme la porte si ça te rassure. »« D'accord, » murmura-t-elle. Il hocha la tête, referma doucement la porte. Le déclic du loquet résonna dans le calme, et pour la première fois depuis longtemps, Alia sentit le poids du monde se relâcher un peu. Le ronronnement du radiateur emplissait la pièce. Alia était assise sur le lit de camp, la couverture serrée autour des épaules. Pour la première fois depuis des heures, elle ressentait quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Son corps la faisait souffrir, son esprit était à vif, mais elle était toujours là, encore en vie, encore debout. Elle baissa les yeux vers ses mains, rougie, fendillée, tremblante, puis expira longuement, un souffle brisé. « Merci » murmura-t-elle, sans savoir si elle s'adressait à Henri, à la caméra cachée ou à quelque chose de plus grand. Elle s'allongea, ferma les yeux. Le bruit du magasin s'éteignit peu à peu, remplacé par le souffle régulier du vent dehors. Elle pensa à Arthur, le vieil homme qu'elle avait aidé, et se demanda s'il dormait, maintenant, au chaud dans sa maison. L'image la fit sourire faiblement dans l'obscurité. Elle ne le savait pas encore, mais ce petit geste de bonté, le sien et celui d'Henri, venait de changer le cours de sa vie une fois de plus. Et tandis que le radiateur ronronnait et que la neige tapotait doucement contre la vitre, Alia Traoré, pour la première fois depuis longtemps, sombra dans un sommeil profond et paisible. Le lendemain, à l'aube, une voiture noire s'arrêta discrètement devant l'épicerie. Les rues étaient encore à moitié endormies et l'air piquait de froid. Alia balayait près du comptoir lorsqu'elle la remarqua à travers la vitre. La voiture était trop propre, trop lustrée pour appartenir à un coin comme Montreuil-sur-Seine. Elle n'avait pas sa place ici. Elle fronça les sourcils, le balai suspendu dans sa main, tandis qu'un homme grand, vêtu d'un manteau sombre, en sortait et regardait autour de lui
avant d'avancer vers la porte. Henri leva les yeux de la caisse, intrigué. « T'attends quelqu'un » demanda-t-il. « Non » répondit Alia en secouant la tête. « J'ai jamais vu cette voiture. » La clochette tinta lorsque l'homme entra. Il avait cette assurance tranquille de ceux qui savent exactement pourquoi ils sont là. Pas un client, mais un envoyé. Son manteau boutonné impeccablement, ses cheveux ordonnés, son regard calme et précis. Il balaya la pièce du regard, puis s'arrêta sur elle. « Bonjour, dit-il poliment. Je cherche une certaine Alia Traoré. » Alia cligna des yeux, surprise. « C'est moi. » L'homme hocha la tête. « Je m'appelle Charles. Je travaille pour Monsieur Arthur Leclerc. Il m'a demandé de vous retrouver. » Le nom la frappa comme un écho familier. « Arthur » murmura-t-elle. « Oui » confirma Charles. « Monsieur Layton se souvient parfaitement de ce qui s'est passé hier soir. Il voulait vous remercier en personne. » Henri fronça les sourcils, intrigué. « Arthur Leclerc, celui qui habite là-haut, sur la rue du Chêne ?»« Exactement, » répondit Charles. Il sortit de la poche intérieure de son manteau un petit papier plié, jauni par les plis. Alia le reconnut aussitôt. Le vieux ticket de caisse qu'elle avait déchiré la veille. Son écriture tremblait, bleue, Alia Traoré et un numéro de téléphone. Ses yeux s'écarquillèrent. « Il a gardé ça ?» Charles acquiesça. Il l'a gardé toute la nuit dans sa main. Et ce matin, à son réveil, il me l'a donné en disant « Trouve-la ». « Mais comment vous avez su que j'étais ici ?» demanda-t-elle, abasourdie. « J'ai essayé d'appeler le numéro que vous aviez noté », expliqua Charles. « Mais la ligne ne passait pas. Alors j'ai demandé en ville. Dans un petit endroit comme celui-ci, les gens parlent vite. Quelqu'un de votre société de livraison a dit vous avoir vu donner un coup de main ici hier soir. À partir de là, ça n'a pas été difficile. » Elle resta silencieuse, fixant le papier sans voix. « Il se souvient de chaque détail, » ajouta Charles. « Et il n'a pas arrêté de parler de vous depuis. » Henri s'appuya sur le comptoir, admiratif. « Eh bien, on dirait que t'as marqué les esprits, ma petite. » Alia baissa les yeux, ne sachant quoi répondre. Charles fit un geste vers la porte. « Si vous êtes prête, Monsieur Layton aimerait vous voir. Il m'a chargé de vous conduire. » Elle hésita, la voix basse. « Maintenant ?» Il n'a pas voulu attendre, répondit Charles simplement. Henri lui adressa un signe de tête. « Vas-y, Alia, tu devrais aller voir de quoi il s'agit. »« Vous êtes sûre ?» demanda-t-elle doucement. « Sûr, » répondit-il. « Je garderai tes affaires jusqu'à ton retour. » Elle prit une grande inspiration, posa le balai, enfila son manteau. Dehors, l'air glacé lui mordit la peau, mais il la réveilla tout autant. La voiture noire l'attendait au bord du trottoir, de la vapeur s'échappant du pot d'échappement. Charles ouvrit la portière arrière. « Ne vous inquiétez pas, » dit-il calmement. « Vous êtes en sécurité. » Elle hésita une seconde, puis monta. Le siège était chaud, et, sans le savoir, le chemin qu'elle allait emprunter allait changer tout le reste. L'intérieur de la voiture sentait légèrement le pain et le cuir. Cela faisait des années qu'Alia n'avait pas posé les pieds dans un endroit aussi propre. Charles monta à l'avant et démarra le moteur. Pendant qu'il roulait, Montreuil-sur-Seine défilait lentement derrière la vitre. Le vieux café, les trottoirs fissurés, les mêmes rues qu'elle avait parcourues chaque jour à vélo. Mais vues depuis cette voiture, les choses paraissaient différentes, plus petites, presque lointaines. « Monsieur Layton m'a dit que vous l'aviez aidé quand il s'était perdu, » dit Charles au bout de quelques minutes. « Il m'a raconté que vous lui aviez mis votre écharpe autour du cou, que vous l'aviez raccompagné chez lui,
alors qu'il ne se souvenait plus de qui il était. « Il avait peur, » répondit doucement Alia. « Je ne pouvais pas juste le laisser là. »« La plupart des gens l'auraient non fait, » dit Charles, « mais pas vous. » Le silence retomba après ça. Lorsqu'ils atteignirent la rue du Chêne, la neige se faisait plus fine, les routes plus nettes. La voiture s'engagea dans une longue allée bordée d'arbres nus. Au bout, une maison blanche se dressait, reconnaissable entre toutes. « C'est ici que je l'ai ramené, » dit Alia à mi-voix. « Oui, » confirma Charles en se garant. « Il vous attend depuis ce matin. » La porte d'entrée s'ouvrit avant même qu'il n'ait eu le temps d'arriver. Arthur Leclerc se tenait là, appuyé sur sa canne, un sourire aux lèvres. Il avait meilleure mine, le dos droit, le regard vif. « Te voilà, » dit-il avec chaleur. « Entre, ma chère, je t'en prie. » Alia hésita. « Vous n'étiez pas obligé d'envoyer quelqu'un pour moi, » dit-elle. Arthur eut un petit rire. « Et toi, tu n'étais pas obligé de me sauver. On est quitte, non ?» Elle esquissa un sourire nerveux et entra. La maison était claire et chaleureuse, emplie d'une odeur de café et de cire. Un feu crépitait doucement dans la cheminée. Arthur lui désigna le canapé et s'installa dans un fauteuil face à elle. « Je me souviens de tout maintenant, » dit-il. « Tu m'as trouvé à cet arrêt de bus alors que personne d'autre ne s'arrêtait. Tu m'as ramené chez moi. Tu m'as donné ton écharpe. Tu as même laissé ton nom sur ce bout de papier. » Alia regarda le vieux, reçu plié qu'il tenait encore. « Je ne pensais pas que vous le garderiez. » « Il me rappelait que les gens peuvent encore se soucier des autres, » répondit-il doucement. « Que je ne suis pas seulement un vieil homme qu'on attend d'oublier. »« Je suis juste contente que vous alliez bien, » dit-elle. « Vous ne me devez rien. »« Oh, mais si, » répliqua-t-il avec un sourire. « Tu m'as donné plus qu'un trajet. Tu m'as redonné une raison de me souvenir de qui je suis. À mon âge, ça n'arrive pas souvent. » Elle sourit timidement. « Vous avez l'air bien mieux que la nuit dernière. »« Je le suis. Tu m'as ramené à moi-même. Et maintenant, j'aimerais te rendre un peu de cette bonté. »« Ce n'est pas nécessaire, » commença-t-elle, mais il secoua la tête. « Si, tu m'as dit que tu avais perdu ton logement et ton travail, non ?» Elle hésita, puis hocha la tête. « C'est vrai, c'est dur en ce moment, mais je m'en sortirai, comme toujours. » « Tu n'as pas à t'en sortir seul, » dit-il doucement. « Cette maison est bien trop grande pour moi. Il y a plus de chambres que de gens pour les occuper. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu en auras besoin. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Ici ? Oh non, je ne peux pas, ce ne serait pas juste. »« Ce n'est pas de la charité, » répondit-il fermement. « C'est de la gratitude. Tu m'as aidé sans rien attendre. Laisse-moi faire de même. » Elle le regarda, désemparée. Sa voix n'avait rien d'insistant. Elle était calme, sincère, ancrée dans la bonté. « Réfléchis-y simplement, » dit-il. « Si tu restes, on trouvera du travail pour toi. Peut-être même un moyen de reprendre tes études. Je veux créer un petit fonds pour aider les jeunes comme toi, ceux qui méritent une vraie chance. J'aurais besoin de ton aide. »« De la mienne ?» demanda-t-elle surprise. « Oui, parce que tu sais ce que c'est de lutter. Et malgré tout, de choisir de faire le bien. Et c'est exactement ce dont ce monde manque. » Elle resta silencieuse un long moment. Une partie d'elle voulait fuir. Les choses comme celle-ci n'arrivaient pas aux filles comme elle. Mais une autre partie, plus profonde, voulait croire que c'était vrai. « D'accord, » dit-elle enfin, la voix douce. « Je resterai. Pour un moment. » Arthur sourit. « C'est tout ce que je demande. » Il se tourna vers Charles. « Montre-lui la chambre d'amis, celle qui donne sur le jardin. »« Bien sûr, monsieur, » répondit Charles.
Alors qu'elle se levait, Arthur ajouta d'une voix tendre. « Et à Alia, merci encore. Tu ne m'as pas seulement ramené chez moi. Tu m'as rappelé ce que la gentillesse veut dire. » Elle sourit, timide mais sincère. « Vous n'avez plus besoin de me remercier. »« Peut-être pas, dit-il, mais je le ferai quand même. » Elle suivit Charles à l'étage, ses pas feutrés sur le parquet brillant. La maison respirait le calme, paisible, ordonnée, baignée d'une chaleur tranquille. Quand ils atteignirent la chambre, elle s'arrêta sur le seuil. Le lit semblait si doux, la fenêtre grande ouverte sur un jardin recouvert de neige. « C'est pour moi ?» demanda-t-elle. Charles acquiesça. Monsieur Layton y tenait. « C'est trop » murmura-t-elle. « Pas pour lui » répondit Charles. « Il dit que vous lui avez offert quelque chose qu'il ne pourra jamais rendre. » Alia se tourna vers la fenêtre. La lumière du matin inondait son visage. Pour la première fois depuis des semaines, elle sentit quelque chose renaître en elle, une paix qu'elle avait oubliée. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit qu'elle avait sa place quelque part, même si ce n'était que pour un instant. Le lendemain matin, Alia se réveilla sous un rayon de soleil. Cela faisait des semaines qu'elle n'en avait pas vu. La lumière entrait à flot par la large fenêtre, glissant sur les draps blancs et la moquette douce. Pendant quelques secondes, elle ne bougea pas, l'esprit encore flou, essayant de se souvenir où elle était. Puis elle se redressa lentement, clignant des yeux devant la clarté. La commode brillante, les rideaux soigneusement tirés, la légère odeur de linge frais. Tout semblait paisible, étrangement doux. Être entourée de silence, un silence qui n'était ni froid ni vide, lui faisait encore bizarre. Elle s'habilla vite, lissa ses cheveux, replia la couverture, même si personne ne le lui avait demandé. Lorsqu'elle ouvrit la porte, le couloir était vide. Elle suivit les voix qu'elle entendait en bas. Arthur était assis à la table de la salle à manger avec Charles. Une tasse de thé fumait à côté de lui. Il leva les yeux et lui adressa un sourire chaleureux. « Bonjour, dit-il. Bien dormi ? » « Mieux que depuis longtemps, » répondit-elle avec sincérité. « Merci encore de me laisser rester ici. »« Pas besoin de me remercier, » dit-il. « Tu m'as aidé quand personne d'autre ne l'a fait. C'est le minimum que je puisse faire. » Elle hésita avant de s'asseoir, mal à l'aise parmi les meubles élégants et l'argenterie. Arthur le remarqua et lui adressa un regard rassurant. « Détends-toi, » dit-il doucement. « Tu n'es pas une invitée ici. Tu es la bienvenue. » Elle hocha la tête en silence. Charles lui versa une tasse de thé avant de s'excuser pour répondre à un appel. Le calme s'installa, confortable. « Tu disais hier soir que tu voulais me parler de quelque chose, » dit Alia. Arthur sourit. « Oui, j'y ai réfléchi toute la nuit. Ce qui t'est arrivé, ce qui m'est arrivé, ça m'a rappelé à quel point il est facile de tomber entre les mailles du filet. Tu as perdu ton logement parce que tu as fait preuve de bonté. Personne ne devrait subir ça. » Elle baissa les yeux, ses doigts serrant la tasse. « C'est comme ça parfois. »« Ça ne devrait pas l'être, » répondit-il. « Pas si les gens se souciaient un peu plus de changer les choses. » Il s'adossa à sa chaise. « Je veux créer quelque chose, une petite fondation pour aider les jeunes comme toi. Un endroit où ils peuvent se relever, finir leurs études, trouver du travail. Une vraie aide, pas de la charité. » Alia cligna des yeux, prise de court. « Vous voulez dire un programme ?» ?»« Exactement, » confirma Arthur. « J'y pense depuis un moment, mais je n'avais jamais trouvé la bonne personne pour le lancer. Maintenant, je l'ai. »« Moi ?» demanda-t-elle, surprise. « Oui, toi. Tu sais ce que c'est de lutter, et malgré tout, tu as choisi d'aider. C'est ce dont ce projet a besoin, du cœur. Je n'y connais rien,
dit-elle précipitamment. Je n'ai même jamais été à la fac. Arthur eut un petit sourire. Tu apprendras, et je ferai en sorte que tu en aies la chance. J'aimerais t'aider à reprendre tes études, si c'est ce que tu veux. Elle le fixa, incertaine d'avoir bien entendu. Vous paieriez pour ça? Non, répondit-il. J'investirai. Parce que des personnes comme toi, ça vaut la peine d'investir. Elle resta silencieuse un long moment. Sa poitrine se serra, mais pas de tristesse, plutôt d'émotion. Elle n'avait pas l'habitude d'entendre ce genre de mots adressés à elle. « Je ne veux pas abuser de votre gentillesse », dit-elle d'une voix basse. « Ce n'est pas abuser », répondit Arthur calmement. « C'est accepter qu'on t'aide, pour une fois. Toute ta vie, tu as tendu la main aux autres. Laisse quelqu'un faire la même chose pour toi. » Il marqua une pause. « Tu n'as pas besoin de décider maintenant. Reste ici un moment. Réfléchis-y. » Elle acquiesça lentement. « D'accord, j'y penserai. »« Parfait, dit-il. En attendant, il y a de quoi s'occuper ici. Charles te montrera la bibliothèque plus tard. Il y a un bureau à côté qui aurait bien besoin d'un peu d'ordre. Tu pourrais commencer là. » Elle sourit pour la première fois de la matinée. « Je peux faire ça. »« Je n'en doute pas, » répondit-il avec chaleur. Après le petit déjeuner, Charles lui fit visiter la maison. En plein jour, elle paraissait encore plus vaste. Haut plafond, long couloir, étagères remplies de livres plus anciens qu'elle. À l'arrière, une serre de verre, dont le toit portait encore un peu de neige. À l'intérieur, l'air sentait la terre et les citronniers. « Monsieur Layton vient ici chaque matin », expliqua Charles. « Il dit que ça l'aide à réfléchir. » Alia effleura les feuilles d'une plante, tiède sous la lumière filtrée par le verre. « C'est magnifique, » murmura-t-elle. « Et calme, » répondit Charles. C'est pour ça qu'il aime cet endroit. Au fil de la journée, elle aida où elle pouvait. Ranger le bureau, trier le courrier, nettoyer des objets oubliés depuis des années. Par moments, elle s'arrêtait, prise d'un léger vertige, se demandant si tout cela était réel. En fin d'après-midi, Arthur la trouva assise derrière le bureau, entourée d'une montagne de papiers anciens. « Alors, comment ça avance ?» demanda-t-il. « Bien, » répondit-elle avec un léger sourire. « Vous n'exagériez pas en parlant de désordre. » Il sourit à son tour. « J'avais prévu de m'y mettre depuis un moment. Il me manquait juste la bonne personne. » Elle leva les yeux vers lui. « Vous me faites vraiment confiance avec tout ça? »« Tu m'as fait confiance, toi, la nuit dernière, » répondit-il simplement. Cela la fit sourire de nouveau. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vue. Non pas pour ce qui lui manquait, mais pour ce qu'elle pouvait devenir. Ce soir-là, ils dînèrent ensemble dans la petite salle à manger, pas dans la grande. Arthur tenait à ce que les choses restent simples. Ils parlèrent de sa mère, de sa défunte épouse, de la ville, de la façon dont les gens avaient changé au fil des années. Il écoutait plus qu'il ne parlait, et quand il le faisait, c'était toujours avec justesse. Quand elle évoqua la perte de son emploi, il hocha simplement la tête et dit « Parfois, la vie ferme une porte parce qu'elle sait que tu es faite pour en franchir une autre. » Alia eut un sourire mi-ironique. Ça, c'est le genre de phrase qu'on dit quand on a les moyens. Arthur rit doucement. Peut-être, mais ça reste vrai. Après le repas, Charles apporta quelques documents à signer, puis s'éclipsa. Le silence s'installa dans la maison. Arthur leva les yeux vers elle, la fixant avec douceur. « Tu as eu une vie difficile, non? »« Oui, » admit-elle. « Mais beaucoup de gens aussi. »« C'est vrai. Mais tout le monde ne garde pas sa bonté au travers de tout ça. C'est rare. » Elle resta un instant sans voix. « Merci, » finit-elle par dire. « Ne me remercie pas, » répondit-il.
Promets-moi juste une chose. Laquelle? Que tu restes, au moins jusqu'à ce que tu retrouves tes repères. Donne une chance à tout ça. Elle baissa les yeux. Une part d'elle voulait fuir, comme toujours quand les choses devenaient trop belles pour être vraies. Mais le ton d'Arthur la retint. Ce qu'il offrait, ce n'était pas de la charité, c'était de la confiance. D'accord, dit-elle enfin, je resterai. Arthur sourit, soulagé. Parfait. Demain, on commencera à parler de la fondation. La fondation? Oui, j'ai décidé de l'appeler la Fondation Lumière d'Érable. Tu m'as inspiré. On aidera des jeunes qui ont perdu leur chemin, comme moi cette nuit-là. Alia cligna des yeux, surprise. C'est très beau. C'est nécessaire, répondit-il. Et ce sera notre projet, à nous deux. À nous deux, répéta-t-elle, n'y croyant qu'à moitié. Oui, je m'occuperai des finances. Toi, tu t'occuperas du cœur. Elle rit doucement. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que ça veut dire. Tu comprendras. Tu as déjà prouvé que tu savais prendre soin des autres. Le reste s'apprend. Le feu crépitait dans la cheminée. La chaleur enveloppait la pièce, douce et rassurante. Pour la première fois depuis la mort de sa mère, Alia sentit le sol se stabiliser sous ses pieds. Ce soir-là, allongée dans son lit, elle resta un moment à fixer le plafond. La maison était silencieuse, mais pas vide. En bas, elle entendait encore la voix d'Arthur à travers le plancher. Il parlait à Charles de projets, de listes, d'idées. Ce murmure la fit sourire. Peut-être que c'était ça, l'espoir, un son discret, régulier, vrai. Et pour la première fois depuis très longtemps, Alia se permit de croire que son histoire n'était pas finie. Les nouvelles sur la présence d'Alia chez Arthur se répandirent plus vite qu'il ne l'aurait cru. Tout commença par un petit article dans le journal local. L'homme d'affaires retraité, Arthur Leclerc, aperçu en meilleure santé après une longue absence, aurait été secouru et assisté par une jeune femme ayant fait preuve d'une compassion remarquable. Mais en quelques jours, cette simple mention devint virale. Des blogueurs locaux reprirent l'histoire, en faisant un récit édifiant sur la bonté et les secondes chances. Quelqu'un prit même une photo d'Alia et d'Arthur marchant côte à côte en ville, portant des sacs de course. Le cliché semblait innocent. Arthur souriant, Alia riant, mais en ligne, on en fit tout autre chose. Les commentaires affluèrent, certains bienveillants, d'autres venimeux. Quelle fille admirable! Si seulement il y avait plus de jeunes comme elle. Juste en dessous, admirable? Allons donc. Elle joue un rôle. Vous croyez vraiment qu'une fille de la rue aide un vieux riche par pure bonté? Alia n'avait pas vu les publications au début, trop occupée à travailler avec Arthur sur la fondation. Les journées se remplissaient de réunions, de courriers, de plans à tracer tard dans la nuit. Arthur restait patient, calme, lui apprenant tout, des budgets au programme d'insertion. Pour la première fois, elle sentait que son travail avait un sens. Mais Charles, lui, remarqua le tumulte en ligne et décida d'en parler à Arthur avant qu'Alia ne le découvre. « Ça commence à faire du bruit », dit-il un matin, posant sa tablette sur le bureau. La plupart des réactions sont positives, mais certaines sont sceptiques. Arthur fronça les sourcils. Les gens parleront toujours. Oui, mais certaines rumeurs circulent vite, insista Charles. Peut-être qu'on devrait réagir avant que ça ne s'envenime. Arthur secoua la tête. Non, continuons simplement notre travail. La vérité n'a pas besoin de crier. Mais le monde ne voyait pas les choses ainsi. Quelques jours plus tard, l'une de ces voix sceptiques prit de l'ampleur. Et cette fois, ce n'était plus une simple rumeur, mais une attaque personnelle. Yvan, l'ancien gérant du magasin,
Il faisait défiler distraitement les réseaux sociaux lorsqu'un titre attira son attention. Une adolescente mystérieuse sauve un milliardaire local. Il se figea. La photo montrait son visage. Alia, la même fille qui, selon lui avait fait perdre son travail, celle qui l'avait humilié devant tout le monde. Ses doigts se crispèrent sur son téléphone. « Incroyable !» marmonna-t-il. Sur l'image, elle souriait à côté d'Arthur, bien habillée, debout devant un portail blanc. La légende la décrivait comme une jeune femme au cœur d'or. Yvan sentit son estomac se tordre de rage. « Cœur d'or, vraiment ?» grommela-t-il. « Plutôt croqueuse de diamants. » La jalousie se mua peu à peu en quelque chose de plus sombre. Au fil des heures, il se mit à poster, sous de faux comptes, des commentaires insinuant qu'Alia avait profité d'Arthur, qu'elle avait joué la carte de la pitié. Mais ça ne suffisait pas. Quelques nuits plus tard, il enregistra une vidéo, assis dans sa voiture, le visage à moitié éclairé par la lumière du tableau de bord. Il regarda la caméra et parla d'une voix trempée d'amertume. « Vous avez tous entendu parler de cette belle histoire. La pauvre fille qui aide le vieux riche. Ouais, je la connais. J'ai bossé avec elle. C'est pas un ange. C'est une menteuse. Une voleuse. Ne vous laissez pas berner par son sourire. Posez-vous la question. Comment une gamine sans abri se retrouve du jour au lendemain dans la maison d'un milliardaire? Coïncidence? Allez. » Il mit la vidéo en ligne sur une page locale de Rago. Le lendemain matin, elle avait déjà des milliers de vues. Les commentaires se déchaînèrent. Certains le croyaient, sans réfléchir. D'autres demandèrent des preuves. Il n'en avait pas vraiment, mais il n'en avait pas besoin. La rumeur suffisait. L'après-midi, Alia sentit que quelque chose n'allait pas. Son téléphone vibrait sans arrêt. Des dizaines de notifications. Son cœur se serra en lisant les premiers messages. Elle le manipule. Pathétique. Le vieux riche se fait avoir par une gamine sans abri. Classique. Ses mains tremblaient. « Arthur » appela-t-elle, la voix minuscule. Il leva les yeux de son bureau. « Qu'y a-t-il? Les gens disent des choses sur moi. Sur nous, en ligne. » Arthur fronça les sourcils, prit ses lunettes. Elle lui tendit le téléphone. Il lut en silence un long moment, puis soupira et le lui rendit. « C'est du vent, » dit-il calmement. « N'y prête pas attention. »« Mais ils disent que je vous ai utilisé, » balbutia-t-elle, les larmes aux yeux. « Qu'on s'est servi de vous, que je suis une arnaqueuse. » Arthur garda son ton posé. « Et toi, tu sais que c'est faux. »« Ça ne compte pas, » murmura-t-elle. « Eux, ils y croient. Internet croit tout pour un jour. Ensuite, il oublie, » répondit-il doucement. Mais cette fois, non, il n'oublia pas. En 24 heures, l'histoire s'étendit partout. Les médias locaux reprirent l'affaire. La jeune compagne du milliardaire suscite des questions. Certains ne la nommaient pas directement, mais tout le monde savait de qui il s'agissait. Les commentaires devinrent plus cruels. Certains disaient qu'elle manipulait Arthur. D'autres insinuaient pire encore. Alia finit par éteindre son téléphone. Elle ne supportait plus de voir son nom sali par des inconnus. Arthur tenta de la rassurer. « Les gens sont agités, » dit-il un soir. « Ils aiment détruire ce qu'ils ne comprennent pas. »« J'aurais pas dû rester, » murmura-t-elle. « Tout ça, c'est ma faute. »« N'importe quoi, » répondit-il fermement. « Tu as fait ce qui était juste. Personne ne changera ça. » Charles, plus pragmatique, proposa « On pourrait publier un communiqué, préciser qu'il n'y a rien d'ambigu, que la fondation est réelle. » Arthur secoua la tête. « Je ne dois aucune explication pour un acte de bonté. » Mais la pression ne faiblit pas. Les journalistes commencèrent à se masser devant les grilles, appelant à travers l'interphone, réclamant des interviews.
Les voisins chuchotaient. Alia sentait leur regard dès qu'elle sortait. Une semaine plus tard, quelque chose changea. Un visage familier apparut en ligne. Henri, le propriétaire de l'épicerie. Il avait vu les vidéos, les accusations, et il était furieux. Un soir, il s'installa dans son bureau, ressortit les enregistrements des caméras de surveillance du magasin et posta une vidéo sur son compte. Celle-ci est pour tous ceux qui traînent cette fille de menteuse, dit-il face caméra. J'étais là, j'ai tout vu. Elle s'est fait accuser d'un vol qu'elle n'a jamais commis. Vous voulez des preuves? Les voilà. La séquence montrait clairement Yvan, ouvrant la caisse et glissant des billets dans sa veste. Henri commentait par-dessus. Elle bossait dur. Elle était respectueuse. Elle n'a pas pris un centime. Cet homme a menti alors, et il ment encore. La vidéo devint virale, du jour au lendemain. Les gens commencèrent à recoller les morceaux. D'anciens clients commentaient pour confirmer l'histoire. « Je me souviens de cette fille », écrivit l'un d'eux. « Elle me livrait mes courses, toujours polie, toujours à l'heure. » D'autres partagèrent des photos et de courts clips de cette fameuse nuit, notamment une, filmée depuis l'autre côté de la rue, montrant Alia tenant le vélo d'Arthur pour qu'il puisse grimper dessus. Peu à peu, la marée changea de sens. Les mêmes qui l'avaient jugée commencèrent à s'excuser. Certains discrètement, d'autres publiquement. « Peut-être qu'on juge trop vite », pouvait-on lire sous l'un des messages. Un matin, Arthur lui montra les commentaires avec un sourire. « Tu vois, la vérité finit toujours par gagner. » Alia ne sourit pas tout de suite. « Ça fait quand même mal, » murmura-t-elle. « Ça ne devrait jamais aller aussi loin. » « Non, » admit-il. « Mais maintenant, ils savent qui tu es. » Une semaine plus tard, le journal local publia un nouvel article. Cette fois, la vraie version de l'histoire, depuis la nuit de l'arrêt de bus jusqu'aux rumeurs. Le titre en première page disait « La bonté sous le feu ». La jeune femme qui a rappelé à une ville ce qu'est l'humanité. L'article citait Henri Dubois, Charles et même Arthur. « Elle ne m'a pas sauvé pour une récompense », disait Arthur. « Elle l'a fait parce qu'elle se souciait des autres. C'est la vérité. » En lisant ces mots, Alia sentit sa poitrine se serrer. Mais cette fois, ce n'était plus de douleur. « Vous n'aviez pas à dire tout ça », souffla-t-elle. « Si », répondit-il doucement. Les gens avaient besoin de l'entendre. Peu à peu, les choses se calmèrent. Les journalistes cessèrent de venir. Les dons à la fondation augmentèrent. Des habitants des villes voisines envoyèrent des lettres pour la remercier de leur avoir rappelé l'importance de veiller les uns sur les autres. Mais tout le monde ne disparut pas aussi facilement. Avant de fermer ses comptes, Yvan publia un dernier message rageur. « Croyez ce que vous voulez. Un jour, vous verrez la vérité. » Puis il disparut complètement. Alia n'en parla jamais. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait plus important à faire. Chaque matin, elle retrouvait Arthur dans le bureau. Il planifiait les activités de la Fondation Lumière d'Érable. Programme d'aide, bourse, réseau de bénévoles. Alia travaillait plus dur que jamais. Mais cette fois, son travail avait un sens. Un soir, Arthur l'observa en silence, assise de l'autre côté de la table, en train de prendre des notes. « Tu sais, » dit-il avec un petit sourire, « je crois que j'avais raison à ton sujet. » Elle leva les yeux. « À propos de quoi? »« Que tu changerais cet endroit. C'est déjà fait. » Elle rougit légèrement, baissant la tête. « J'essaie juste de suivre le rythme. »« Ne te dénigre pas, » répondit-il. « Tu as transformé une histoire de haine en une histoire d'espoir. C'est rare. » Alia esquissa un vrai sourire cette fois. « Parfois, il faut juste pédaler un peu plus loin que prévu, » dit-elle doucement. Arthur rit. « C'est une jolie façon de le dire. »
Le silence revint, rythmé par le tic-tac de l'horloge et le crépitement du feu. Dehors, la dernière neige fondait lentement. Dedans, Alia sentit enfin ce qu'elle cherchait depuis la nuit où tout s'était effondré. La paix. Pendant quelques semaines tranquilles, tout sembla enfin rentrer dans l'ordre. Le tumulte en ligne s'éteignit. Les appels cessèrent. Et le nom d'Alia ne faisait plus la une de toutes les conversations. Elle passait désormais ses journées au bureau de la Fondation, travaillant avec Arthur sur les premiers programmes communautaires et les dossiers de bourse. La Fondation Lumière d'Érable devenait réelle, concrète, utile, belle. Ils avaient ouvert un petit centre en centre-ville où les jeunes pouvaient recevoir du soutien scolaire ou une formation professionnelle. Chaque après-midi, Alia s'asseyait à l'accueil, saluant les visiteurs avec un sourire. C'était un travail simple, mais elle en était fière. Arthur l'observait souvent, avec satisfaction silencieuse, convaincu d'avoir fait le bon choix. Mais la paix, comme toujours, ne dura pas. Un matin, Charles entra, un journal plié à la main, le visage grave. « Vous devriez voir ça », dit-il. Arthur leva immédiatement les yeux, sentant que quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce qui se passe encore? Charles posa le journal sur la table. En première page, un titre énorme. Un ancien employé affirme que la Fondation n'est qu'une façade d'exploitation. Sous le titre, une photo d'Yvan, l'ex-gérant du magasin, entouré de micros devant un bâtiment. Il affichait un sourire suffisant, celui d'un homme qui venait de trouver comment blesser quelqu'un. L'article le citait. « Cette fille manipule tout le monde. Elle n'aide pas ce vieil homme, elle le contrôle. J'ai travaillé avec elle. Elle ment, elle triche, elle l'a dupé. Et bientôt, elle trompera tout le monde. » Arthur ferma les yeux un instant, massant ses tempes. Évidemment, lui encore. Charles hocha la tête, sombre. Il est furieux que sa première vidéo ait échoué. Alors il remet ça, plus fort. Les gens vont encore le croire, après tout ce qui s'est passé, demanda Alia d'une voix basse, depuis le coin de la pièce. Elle avait tout entendu. Charles soupira. Certains, oui, il y aura toujours quelqu'un pour croire la mauvaise histoire. Les gens préfèrent le drame à la vérité. Arthur la regarda avec calme. « Tu n'as rien fait de mal. On va gérer ça comme la dernière fois, avec patience. » Mais cette fois, ce n'était plus seulement du bruit en ligne. Yvan avait donné une interview à une chaîne locale, répétant ses mensonges avec encore plus de détails, affirmant détenir des documents prouvant que la fondation d'Arthur détournait de l'argent à des fins personnelles. Tout était faux, mais suffisant pour semer à nouveau le doute. Des courriels anonymes commencèrent à arriver dans la boîte de la fondation. Des journalistes demandèrent des commentaires. Des bénévoles chuchotaient dans son dos, incertains de ce qu'il fallait croire. Les dégâts étaient discrets mais constants, comme des fissures se formant dans une vitre. Alia le ressentait chaque jour, les regards hésitants, les silences gênés quand elle entrait dans une pièce. Un après-midi, une femme avec qui elle avait organisé une collecte communautaire l'attira à part. « Je ne crois pas à tout ce qu'ils disent, » dit-elle doucement. « Mais tu devrais savoir, certaines personnes parlent. » Alia hocha la tête. « Je m'en doutais. Garde la tête haute, » lui conseilla la femme. « On ne peut pas combattre toutes les rumeurs. Il faut juste continuer à être toi-même. » Alia essaya, mais le poids de tout cela recommençait à l'écraser. Cette nuit-là, elle resta longtemps dans le bureau, après qu'Arthur se fut couché, fixant sans fin les commentaires et publications sur son téléphone. C'était comme regarder une tempête qu'elle ne pouvait pas arrêter. Certains la défendaient, d'autres l'attaquaient. Elle voulait hurler, mais ne le fit pas. Elle éteignit simplement son téléphone et resta assise dans le noir jusqu'à ce que l'écran refroidisse dans sa main.
Le lendemain matin, elle descendit tôt. Arthur était déjà à table, lisant le journal, ses lunettes glissant sur le nez. Il leva les yeux en la voyant. « Tu n'as pas dormi ?» dit-il. « Ça va » murmura-t-elle. « Non » répondit-il. « Je connais ce regard. Tu es fatiguée d'être incomprise. » Elle ne répondit pas, le regard fixé sur lui. « Quand j'étais plus jeune, » reprit-il, « une rumeur a presque détruit mon entreprise. Il m'a fallu des mois pour prouver mon innocence. J'ai appris une chose. La vérité met du temps, mais elle ne meurt jamais. » « Et si les gens n'écoutent jamais ?» demanda-t-elle. « Alors tu vis ta vérité quand même, » dit-il. « Ton intégrité ne dépend pas de leurs croyances. » Il tendit la main et serra doucement la sienne. « Tu m'as aidé à me souvenir de qui j'étais. Laisse-moi t'aider à faire pareil. » Ces mots l'apaisèrent plus qu'elle ne voulait l'admettre. Mais elle se sentait toujours minuscule face à la force du jugement public. Quelques jours plus tard, les choses changèrent, cette fois en leur faveur. Henri, le propriétaire de l'épicerie, entra à la fondation avec une clé USB à la main. « Je pense que ça pourrait vous servir, » dit-il. « J'ai retrouvé les vieilles images de la caméra que ce sale type avait supprimées. On le voit prendre l'argent et l'accuser à tort. »« On a déjà réglé cette histoire, » répondit Alia. « Peut-être, » dit Henri, « mais un petit rappel ne fait jamais de mal. » Ils mirent la vidéo en ligne via la page de la fondation, accompagnée d'un message simple « Regardez et jugez par vous-même ». En quelques heures, elle se propagea partout. Les commentaires se remplirent à nouveau de soutien. Des gens s'excusèrent d'avoir cru au mensonge de Yvan. Les médias, qui avaient titré avec méfiance, publièrent des rectificatifs. L'un d'eux écrivit même un éditorial intitulé « Comment nous avons failli face à une jeune femme qui n'a montré que de la bonté ». Arthur lut l'article à haute voix pendant le petit déjeuner. « Tu vois, les mêmes bouches qui t'ont condamné te louent maintenant. »« Je ne ressens pas ça comme une victoire, » dit-elle. « Plutôt comme un cycle sans fin. »« C'est la vie, » répondit-il doucement. « Mais tu en sors plus forte. » Le lendemain, quelque chose d'inattendu se produisit. Une petite équipe de télévision se présenta à la fondation, non pas avec des accusations, mais avec de la gratitude. Ils voulaient réaliser un reportage sur la façon dont l'organisation avait prospéré malgré les attaques. La journaliste, une jeune femme aux yeux bienveillants, interviewa Alia dans le jardin derrière le bâtiment. « Vous avez traversé beaucoup d'épreuves ces derniers mois, » dit-elle. « Qu'est-ce qui vous fait tenir ?» Alia réfléchit un instant. « Je suppose que c'est de savoir que ce qu'on fait ici compte. On aide les gens à avoir une seconde chance. Je ne peux pas abandonner à cause de mensonges, ce n'est pas moi. Et que diriez-vous à ceux qui ont douté de vous ? » « Je leur dirai que je leur pardonne, » répondit-elle simplement. « Parce que la haine n'a pas besoin de compagnie, elle a besoin de silence. » La journaliste resta un instant surprise, puis hocha la tête, visiblement émue. Quand le reportage fut diffusé le soir même, il se répandit plus vite que n'importe quelle rumeur négative. Les commentaires, cette fois, n'étaient que louanges et excuses. La vérité, enfin, avait trouvé sa voie, tranquille, mais indestructible. Les dons affluèrent vers la fondation. D'anciens détracteurs envoyèrent même des lettres de soutien. L'une d'elles disait « J'ai jugé trop vite. Vous m'avez donné envie d'être une meilleure personne. » Arthur observait tout cela se dérouler avec une fierté tranquille. « Tu n'as pas seulement survécu à tout ça, » dit-il. « Tu as transformé ta douleur en quelque chose qui aide les autres. »« J'ai juste dit la vérité, » répondit-elle. « Exactement, » dit-il en souriant. « C'est ce qui te distingue. » Quelques jours plus tard, le cabinet du gouverneur les contacta. Arthur et Alia étaient invités à un événement de leadership communautaire,
organisé pour mettre à l'honneur les associations locales qui changèrent des vies. Alia était nerveuse, mais Arthur insista. « Tu as mérité d'y être. » L'événement se tenait dans l'hôtel de ville, un vieux bâtiment au sol de marbre et aux longues rangées de sièges. Des dizaines de personnes étaient revenues, y compris certaines qu'il avait autrefois jugées. Quand Arthur la présenta sur scène, les applaudissements furent plus forts qu'elle ne l'aurait cru. Elle parla brièvement, remercia tous ceux qui avaient soutenu la fondation et rappela que la gentillesse n'était pas une faiblesse, mais une force. Sa voix trembla d'abord, puis se raffermit. Quand elle termina, la salle entière se leva dans un silence respectueux. Après le discours, plusieurs personnes vinrent lui serrer la main, dont la femme de la collecte alimentaire. « Je t'avais dit de garder la tête haute », lui souffla-t-elle. « Tu as bien fait, petite. » Alia sourit, la gorge nouée d'émotion. Ce soir-là, de retour à la maison, elle et Arthur s'assirent près du feu. « Tu es fière de toi maintenant ?» demanda-t-il. Elle rit doucement. « Un peu. Bien, tu devrais l'être. » Ils restèrent silencieux un moment, les flammes dansant doucement. Puis elle dit, « Tu crois que tout ça finira par disparaître? Les rumeurs, les souvenirs de tout ça? » « Non, » répondit Arthur honnêtement. « Mais ce n'est pas grave. Le passé ne s'efface pas. Il devient simplement plus silencieux quand on le remplit de meilleures choses. » Elle hocha lentement la tête, laissant la chaleur du feu pénétrer ses os fatigués. « Alors, je suppose qu'on continue de construire, » dit-elle. « C'est l'esprit, » répondit-il. « Maple Light n'est plus seulement toi ou moi. C'est tous ceux qu'on a aidés. C'est toi qui lui as donné un cœur. » Le silence qui suivit n'était pas lourd. Il était plein. Le genre de silence qui vient après avoir survécu à l'épreuve et réaliser qu'on est encore debout. Dehors, la neige fondait en petits ruisseaux le long de la route, emportant la saleté et le sel de l'hiver. Dedans, Alia comprit enfin que la rédemption n'était pas un cadeau qu'on recevait, mais quelque chose qu'on méritait, encore et encore, par l'honnêteté, la patience et la grâce. Et en regardant Arthur, cet homme qu'elle avait trouvé perdu à un arrêt de bus, elle comprit qu'ils s'étaient sauvés l'un l'autre, chacun à sa manière. Les années passèrent calmement, mais elles furent riches. La fondation Lumière d'érable grandit. D'un simple bureau, elle devint 3 centres à travers le pays. Alia travaillait plus que quiconque, souvent tard le soir, pour rencontrer des étudiants, organiser des fournitures, rédiger des projets. Les gens la respectaient. Ils l'écoutaient quand elle parlait. Elle était devenue le visage de la fondation, non pas parce qu'elle le cherchait, mais parce que son histoire lui donnait une âme. Chaque fois qu'elle parlait en public ou rencontrait un nouveau bénévole, elle dégageait cette sérénité née de la souffrance surmontée et du choix de la bonté. Arthur, lui, la regardait toujours avec une fierté paisible. Il ne participait plus à autant d'événements. Sa santé le ralentissait. Mais il restait présent, lisant les rapports, posant des questions, poussant Alia à rêver plus grand. Un soir, après une longue journée de réunion, elle le trouva assis dans la serre. La lumière du soleil couchant filtrait à travers le verre, teinté d'or pâle. Arthur était installé dans son fauteuil, emmitouflé dans une couverture, les yeux tournés vers le citronnier qu'il chérissait. « Tu travailles encore ?» demanda-t-elle doucement en entrant. « Non, je me repose », répondit-il avec un petit sourire. « C'est l'arbre qui travaille. » Elle tira une chaise et s'assit près de lui. « Le conseil veut donner ton nom à la bourse d'études, » dit-elle. « Il pense que ça inspirera les gens. » « Il devrait te l'appeler de ton nom, » répondit-il. « C'est toi qui as donné un sens à tout ça. »« On l'a fait ensemble, » dit-elle simplement. Il la regarda longuement, puis acquiesça avec lenteur. « Oui, » murmura-t-il,
On l'a fait. Le silence s'installa, seulement troublé par le souffle doux du chauffage. Tu sais, dit-il enfin, quand j'ai lancé cette fondation, je croyais juste donner de l'argent. Mais tu m'as appris que ce n'était pas ça, au fond. Tout cela, dit Arthur en regardant l'arbre à travers la lumière du soir. Ce n'était pas seulement pour donner de l'argent. C'était pour redonner aux gens leur dignité. Alia sourit doucement. C'est toi qui me l'as rendu en premier. Non, répondit-il d'une voix faible mais sereine. Tu l'as retrouvée toute seule. Moi, je n'ai fait qu'aider le monde à le voir. Sa voix se fit plus basse, fragile sur les bords. Promets-moi une chose, dit-il. Promets-moi de continuer, même quand je ne serai plus là. Elle cligna des yeux, refusant d'y croire. Ne parle pas comme ça. Je suis vieux, pas immortel, répondit-il avec un rire léger. Il est temps, tu t'en sortiras très bien sans moi. Elle secoua la tête, les larmes aux yeux. Je ne serai pas ici sans toi. Et moi, je n'aurais pas retrouvé le chemin de chez moi sans toi, dit-il doucement. On est quitte, tu ne crois pas? Alia lui prit la main. Elle était plus froide que d'habitude. Tu iras bien, murmura-t-elle, plus pour elle que pour lui. Peut-être, souffla-t-il avec un sourire. Mais si ce n'est pas le cas, je me reposerai tranquille, sachant que tu gardes la lumière allumée. Cette nuit-là, après l'avoir aidé à regagner sa chambre, elle resta longtemps devant la porte, écoutant à travers le bois le murmure d'un air ancien qu'il fredonnait, le même qu'il chantonnait quand il travaillait tard, le même qu'elle avait entendu la première fois, sous la neige, à cet arrêt de bus. 2 semaines plus tard, Arthur s'éteignit paisiblement dans son sommeil. Pas de scène dramatique, pas d'hôpital, juste la paix. Charles le trouva le matin, tenant encore la couverture qu'elle lui avait offerte autrefois pour le réchauffer. La maison devint silencieuse d'un silence qu'Alia n'avait jamais connu. L'air semblait suspendu, comme s'il attendait qu'il entre encore raconter une histoire. Mais il ne revint pas. Les funérailles furent simples, sobres, pleines de visages reconnaissants, des hommes d'affaires, de vieux amis, des familles ayant bénéficié des bourses de la fondation. Alia se tenait devant, aux côtés de Charles, les mains jointes, le cœur serré d'une douleur impossible à nommer. Quand vint son tour de parler, elle s'avança vers le pupitre, inspira profondément et leva les yeux vers la salle. Arthur Leclerc m'a appris ce que signifie vraiment la bonté. Il ne croyait pas seulement en l'aide, il croyait en le regard. Il m'a vu quand personne ne le faisait. Il m'a donné une chance quand je n'avais rien, et grâce à cela, des centaines d'autres ont aujourd'hui une chance, eux aussi. Sa voix se brisa un instant, puis elle se raffermit. Il me disait souvent que certaines décisions pèsent plus que d'autres, même quand elles n'ont pas de sens sur le papier. Cette nuit-là, à l'arrêt de bus, j'ai choisi d'aider un inconnu. Je ne savais pas que cela changerait ma vie, ni la sienne. Mais c'est arrivé. Et maintenant, c'est à nous de garder vivant ce choix, de continuer à choisir la gentillesse, même quand elle nous coûte quelque chose. Elle marqua une pause, les yeux humides. Il disait aussi que la famille n'est pas toujours celle qu'on a de naissance, mais celle avec qui on rentre dans le noir. Je crois que c'est ce que nous avons fait l'un pour l'autre. Et j'espère que nous continuerons à marcher pour tous ceux qui sont encore perdus dehors. Quand elle eut fini, la salle resta silencieuse 1 seconde, avant qu'un léger applaudissement ne s'élève. Doux, sincère, pudique. Après la cérémonie, Charles s'approcha d'elle et lui remit une enveloppe scellée. « Il t'a laissé ceci », dit-il simplement. Ses mains tremblaient lorsqu'elle la prit. Elle attendit d'être rentrée pour l'ouvrir. À l'intérieur, une photo de deux, debout devant la fondation le jour de l'inauguration, et une lettre
écrite d'une écriture tremblante. Ma chère Alia, si tu lis ceci, c'est que je suis déjà rentré chez moi. Ne sois pas triste trop longtemps. Tu m'as rendu les plus belles années de ma vie. Tu m'as rappelé que la bonté existe encore, même quand le monde l'oublie. Cette fondation, cette maison, tout ce que j'ai construit, c'est à toi désormais de le guider. Ne le vois pas comme un fardeau, mais comme une lumière que tu portes en avant. J'ai tout mis en ordre, mais surtout, je t'ai laissé la liberté de la faire grandir à ta façon. Garde-la honnête, garde-la bienveillante. Tu m'as appris que la vraie richesse n'est pas ce qu'on garde, mais ce qu'on partage. Tu m'as offert la paix. J'espère que tu trouveras la tienne aussi. Avec toute mon affection, Arthur. Elle resta assise longtemps, lisant et relisant la lettre, jusqu'à ce que les mots se brouillent dans ses larmes. Puis elle la replia avec soin et la remit dans l'enveloppe. Le lendemain matin, elle se rendit à la serre. Le soleil se levait, versant une lumière dorée à travers le verre. Elle s'approcha du citronnier, toucha une feuille et murmura « Je garderai la lumière allumée ». À partir de ce jour, Alia prit la tête de la Fondation Lumière d'Érable. Elle élargit le programme de bourse, lança des parrainages et créa des logements sûrs pour les jeunes quittant les foyers d'accueil. Et à chaque décision, à chaque sourire qu'elle croisait, elle se souvenait de sa promesse, celle faite dans la serre sous la lumière dorée du matin. Chaque décision qu'elle prit portait encore la trace des leçons d'Arthur, mais aussi sa propre empreinte, humble, stable, sincère. Des années plus tard, lors du 10e anniversaire de la Fondation Lumière d'Érable, un journaliste lui demanda comment tout avait commencé. Alia sourit et répondit simplement « Avec un arrêt de bus, un homme perdu et un choix ». La salle rit doucement, mais elle le pensait de tout son cœur. Après la cérémonie, elle sortit seule. Devant elle se dressait le vieux portail blanc, celui qui, autrefois, lui avait semblé marquer la frontière du monde. Le même chemin où, par une nuit glaciale, elle avait ramené Arthur chez lui, menait désormais à un centre communautaire vibrant de vie. Des enfants riaient dans la cour. Des bénévoles transportèrent des cartons de nourriture. Au loin, une musique légère s'échappait par les fenêtres ouvertes. Elle resta immobile un instant, respirant à fond le son, la chaleur, la preuve que la bonté n'avait pas été vaine. Charles, les tempes désormais grises, la rejoignit en silence. « Il serait fier, » dit-il doucement. « Il l'est déjà, » répondit-elle. Ils restèrent côte à côte à regarder le soir s'installer. Les lampadaires s'allumèrent un à un. Pendant une seconde, elle revit cette nuit-là. Le vent glacial, l'arrêt de bus bancal, le vieil homme au regard perdu. Elle entendit encore sa voix tremblante, mais douce, lui demandant son chemin. Et se souvint de la sienne, ferme, apaisante. « Accrochez-vous, on va y arriver. » Des années plus tard, elle comprenait enfin, le chez-soi n'était pas un lieu. C'était ce moment précis où quelqu'un refusait de vous laisser derrière. Tandis que le ciel se teintait de bleu profond, elle murmura un simple merci. À Arthur, à la ville et à la jeune fille qu'elle avait été, celle qui avait choisi de s'arrêter cette nuit-là. Le vent passa, doux et frais, caressant son visage. Elle sourit. Derrière elle, l'enseigne de la Fondation Lumière d'Érable brillait faiblement dans le crépuscule. Promesse discrète, mais durable, que la compassion peut survivre à tout. Alia se tourna vers la porte, prête à retourner travailler. Le monde au dehors restait bruyant, incertain, parfois dur. Mais elle savait désormais qu'un seul acte de bonté pouvait résonner bien plus longtemps que la haine. Et en rentrant, elle porta cette vérité en elle, comme Arthur avait jadis porté sa foi en elle,
et comme elle la porterait désormais pour tous ceux qui attendaient encore d'être vus. Rejoignez-nous pour partager des histoires porteuses de sens. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous, et activez la cloche pour commencer chaque journée avec une leçon de cœur et d'humanité.